Bonjour, bonsoir à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On revient pour le dernier podcast de ce mois de juillet et néanmoins le dernier podcast de l'intersaison NFL, puisque à partir de la semaine prochaine, vous aurez droit non pas à un podcast NFL, mais bien à 2 podcasts NFL par semaine pour vous parler de toutes les previews de division. Donc ce sera division par division, comme vous en avez l'habitude, comme l'an dernier, comme l'année d'avant. Donc il y aura pendant 4 semaines 8 podcasts tout le mois d'août pour parler des previews de division qui nous conduiront donc jusqu'au 5 septembre, date de la saison 2025, du début de la saison 2025 de NFL. Mais avant ça, on a un dernier podcast d'intersaison. On va parler des camps d'entraînement, on va parler des hold-out, on va parler un petit peu de la pré-saison. Bref, on va parler de tout ce qui s'est passé cette semaine. Avec moi, mon équipe de choc, que je remercie une nouvelle fois d'avoir assuré avec brio l'intérim pendant mes quelques jours de congé, maigre mais tout de même reposant. Mon Seb, salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et oui, il y a des signes qui ne trompent pas, comme tu le disais, Flav. En effet, ça y est, les crampons sont vissés, les chaussures sont cirées. Le chef nous fouette en nous ordonnant de pondre du podcast à un rythme absolument inhumain. Et surtout, c'est les camps d'entraînement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la saison approche. Et lors des camps, il se passe plein de choses. Et on va faire un petit point là-dessus. Alors, je précise que le chef qui vous fouette, c'est bien le grand chef, hein, c'est pas oui, bien le sûr, chef de la NFL. Grand chef qui, lui, pour le coup, est parti en vraies vacances en Allemagne. On salue s'il écoute le podcast, puisque lui a eu cette chance-là. On va parler des camps, on parle d'Allemagne. Allons-y. Mon cher Yaya, à toi. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Ravi de te retrouver après. Toi, tu as droit à des vacances, hein. Oui. Nous, pauvres bénévoles, on n'y a pas droit. Donc, on était là tout le temps, on a tenu. D'ailleurs, je tiens à saluer Cory qui est venu avec nous. Oui, et pour le magnifique tu préfères. Exactement. Et qui, ma foi, t'a remplacé avec brio, j'ai envie de dire. Et fabuleux. Donc, je le salue. Et je ne manquerai pas de lui faire des coucous régulièrement, surtout quand on parlera d'équipes qui ne servent à rien. Celui dont je ne peux plus me moquer parce que j'ai été à côté de lui à Robert Bobin et il me fait maintenant clairement peur, comme tous les tight ends que je connais. Mon cher Vince, salut Vince, comment ça va ? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très bien, Flav. Ravi de te réentendre après cette escapade à Baudin. Et puis, Bobin. Il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que enfin les podcasts foireux Made in Yaya sont passés. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir là-dessus. Et puis, je te un salut tout particulier quand même aujourd'hui parce que mon papa m'a demandé de l'adresse du podcast pour nous écouter, donc je le salue avec chapeau bas parce que effectivement ça me fait plaisir de voir qu'il s'intéresse aussi à ce que je fais et savoir que c'est ma passion. Donc surtout que c'est la première fois de ta vie qui s'y intéresse. Exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très très touché qu'il m'ait demandé ça et ça me fait vraiment plaisir. Donc je le salue humblement. Et on le salue également. Comment s'appelle ton papa ? Il s'appelle Charles. Alors, non, bref. Si on parle de on va dire Charles, le père de Vincent. Alors, moi, je suis surtout étonné par le fait que Vincent ait réussi à donner une adresse internet. Hein. Allez, je lui dirai de pas écouter ce podcast. Finalement, t'en pètes la semaine prochaine. Moi, j'ai une question. Écoute, la semaine prochaine, celui-là, il était nul. J'ai une question pour toi, Flav. Est-ce que notre grand chef, donc notre cher Charles adoré, va faire du lobbying pour que l'ELF siffle correctement les Français et ne les flague pas pour un oui, pour un non, juste pour pas qu'ils gagnent des matchs? Alors, je ne sais pas, mais nous ne parlerons pas de flag et de LF pour l'instant parce que ce week-end, il y a eu quelques décisions arbitrales qui, comment dirons-nous, ont été plutôt heureuses pour Paris parce que sinon, ça aurait pu amener à des sanctions assez lourdes. Mais on en parlera en off si tu veux, mon cher Yaya, parce que voilà, l'arbitrage est mauvais en ELF de toute façon. C'est pas
nouveau. Et puis bon, on va pas se cacher, en NFL, on aura forcément un débat sur l'arbitrage à un moment, de toute façon, au cours de la saison. Je sens que ça va bien partir. L'Allemagne, je suis pas sûr que d'avoir nommé ce podcast à partir des camps d'entraînement soit une bonne chose. Mais bref, on va voir ça. Alors, les camps d'entraînement, on va s'intéresser à notre franchise de cœur, les Browns de Cleveland, celle qui nous a un peu servi de fil rouge pendant toute cette intersaison. Moi, je propose juste un truc. Je propose un fil marron, plutôt. Je propose juste un petit truc. On parle des Browns pendant l'intersaison et pendant la saison, on n'en parle plus. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Regarde. Voilà. Et d'ailleurs, ça se trouve. Alors, on a prévu plusieurs équipes sur les camps d'entraînement, mais comme l'actualité, c'est pas de notre faute, se dirige principalement sur les Browns de Cleveland. On va commencer par eux. Et ça se trouve, on parlera que d'eux. On sait pas. On verra. Il y a un monde dans lequel on parlera peut-être plus d'eux. Et je vous raconte pas pour la preview de la FC Nord. Les Browns, va falloir qu'on calibre parce que sinon, on va partir sur un tunnel d'une demi-heure sur Cleveland. C'est parti comme ça. Non. Si. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Seb, pendant cette première semaine de camp d'entraînement à Cleveland? Eh ben, il s'est passé que la lutte qui nous intéresse le plus dans cette équipe, c'est la lutte pour le poste de quarterback. Ils sont 4. Alors, il y a des équipes comme les Saints, comme les Colts, où ils sont 2, 3 maximum. Ils sont 4 pour le poste de quarterback. Bon, il y en a un qui est déjà un peu sur le flanc, notre ami Kenny Pickett. Et puis, il y a Shedeur Sanders qui, lui, ne prend pas beaucoup de reps, visiblement. Les Browns, on a déjà parlé de ce cas des Browns et de leurs 4 quarterbacks dans le roster. On pourrait croire que c'est un problème de riche. Tu pourrais dire 4 quarterbacks, après tout, t'es confort. Sauf qu'il faut regarder le casting d'un peu plus près et il est très, très éclectique. On a Kenny Pickett, alors qui, malheureusement pour lui, est blessé actuellement, ce qui, du coup, handicape sa marche de nombre de reps et de progression pendant le camp. Pickett, en 3 saisons, il faut rappeler qu'il n'a pas réussi à s'imposer à Pittsburgh. C'est 4765 yards, 62,4% de réussite, 15 touchdowns, 14 interceptions. C'est quand même pas terrible. Il a été titularisé une fois seulement en 2024. Joe Flacco avait fait une bonne campagne avec Cleveland en 2023. 1616 yards, 13 touchdowns, 8 interceptions en 5 matchs. Il est resté constant statistiquement à Indianapolis en 2024, à 1761 yards, 12 touchdowns, 7 interceptions en 6 matchs, mais il a décroché que 2 victoires avec les Colts et il a déjà 40 ans. Et puis reste Dillon Gabriel et Shedeur Sanders. La situation est compliquée. Les Browns ont essayé de gérer ça au mieux. En début de camp, ils ont en fait organisé 2 spots au lieu d'un seul, soit en fait 2 entraînements au même endroit au lieu d'un seul pour pouvoir mieux évaluer chacun des quarterbacks. Flacco et Pickett semblaient loin devant, avec Pickett qui amenait un peu plus de mobilité que Joe Flacco, et Sanders s'en décrochait, mais selon les dernières nouvelles, il referait un peu son retard sur les 3 autres, mais il reste confiné aux 2e et 3e équipes tout de même. Dillon Gabriel, lui, a eu des reps avec la première équipe, mais ce problème de riche, ça pourrait plutôt devenir un boulet pour eux. Et si, à titre personnel, je devais m'exprimer, si coach Stefanski écoute ce podcast et me fait l'honneur sous voix veloutée. Ça m'étonnerait aussi qu'il écoute, mais bon, on peut rêver. Joe Flacco, c'est pas le choix le plus sexy, mais pour le moment, c'est celui de la sagesse. Alors peut-être que Dillon Gabriel peut s'imposer à un moment ou à un autre. Pickett est donc blessé, donc point d'interrogation. Et Shedeur Sanders, gros point d'interrogation. Et au final, est-ce qu'ils vont rester avec ces 4 QB dans le roster? Est-ce qu'ils vont se séparer d'un d'entre eux? Et lequel? C'est toute la question. Mon cher Yaya, on a quand même un Shedeur Sanders, c'est un peu particulier parce que, comme l'a dit Seb, il n'a pris aucune reps avec l'équipe 1, mais c'est celui qui, paradoxalement, a les meilleurs chiffres de passes complétées, etc. Donc, est-ce que finalement,
pour l'instant, les Browns s'y jouent pas, tout simplement selon la place où les quarterbacks ont été sélectionnés. Joe Flacco, Kenny Pickett ont déjà de l'expérience en NFL. Dillon Gabriel a été sélectionné à la draft avant Shedeur Sanders. Est-ce que finalement cet ordre d'entraînement au camp d'entraînement n'est pas simplement l'ordre des choix qui ont été faits indépendamment de ce qui pourrait se passer en week 1? Je pense aussi. Après, il y a aussi une chose, c'est que est-ce que Gabriel et Sanders ont été vraiment choisis pour jouer cette saison? C'est ça la vraie question. Est-ce que ils n'ont pas vu quelque chose pour les mettre en couveuse? Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure couveuse du monde avec Deshaun Watson, qui apparemment est très présent d'ailleurs. Dans l'entourage des quarterbacks, qui apprend beaucoup de choses aux quarterbacks. Je sais pas ce qu'il leur apprend. Mais... ça serait dommage. Il leur apprend 2-3 choses, certainement. Mais tu vois, je pense qu'il y a un côté où on les prend pour plus tard, sachant que l'expérience Watson, parce que on parle des codes quarterbacks, mais il y a l'ombre qui plane de Deshaun Watson. Donc dans tous les cas, on sait que c'est un job strapontin. Tant qu'il sera dans l'effectif, ça posera un problème, parce qu'en fait, de 4 quarterbacks, en fait, c'est 5, même si lui, il n'y jouera pas de la saison. Donc, du coup, je reste sur ma position. Effectivement, comme Seb, moi, je pense que c'est Flacco qui va starter en début de saison, sachant que Pickett est blessé. Voilà, donc, du coup, ça y est, c'est réglé. Je ne vois pas mettre un quarterback rookie qui est même pas un first pick. Je ne vois pas l'intérêt d'aller le griller tout de suite. Donc, je suis assez d'accord avec Seb. Et de toute façon, pour répondre à ta question, oui, c'est dans l'ordre des choses. Là, les gars, montrez que vous avez la niaque, essayez de gratter un spot dans la hiérarchie, mais guère plus, quoi. Et puis, si la saison est foutue, peut-être leur donner 2-3 starts chacun, si la saison est vraiment foutue. Il a dit Shedeur Sanders à son papa qu'il ne voulait pas que le papa vienne au camp d'entraînement parce qu'il ne méritait pas encore la présence de son père au bord du terrain. C'est beau, hein. Il y a d'autres choses avec papa Sanders. Oui, je vois que tu connais bien la famille. Je vois que tu es un proche. Non, mais c'est sorti dans la presse là, donc voilà. Oui, il se passe tout le temps plein de choses de toute façon. Mon Vince, est-ce que Shedeur Sanders, ce serait quand même une sacrée surprise qu'il soit, Seb en a parlé, hein, il a dit on n'est pas sûr qu'il garde 4 quarterbacks au final dans le roster des 53. On peut se retrouver dans une situation avec Shedeur Sanders qui se retrouve coupé aussi et qui se retrouve. Alors là, ce serait quand même la grosse surprise. On rappelle que j'ai été projeté dans les premiers choix de la draft. Donc voilà. Qu'est-ce que tu le vois où toi, Shedeur Sanders? Tu le vois pouvoir performer au camp d'entraînement ou faudra attendre de toute façon les matchs de pré-saison pour que ça fonctionne? C'est très difficile d'avoir de la vision sur cette équipe et sur ce qu'ils veulent faire vraiment. On en avait parlé, mes collègues l'ont dit, on va pas dire des copains quand même, mais mes collègues l'ont dit. On a partagé le pain, on est copains, nous. C'est vrai, mais... Vous n'avez pas partagé que ça, d'après ce que j'ai compris. On a surtout partagé la bière, Yaya. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais c'était hors de nos heures de play-off, forcément. Non, mais tout ça pour dire que c'est difficile de voir où ils vont, et très difficile. Dans l'équation, on dit qu'il y a 4 quarterbacks. Il ne faut pas oublier qu'il y en a un 5e sous contrat. Je sais très bien. Il ne va pas jouer de la saison. Il a des problèmes extrasportifs. On le sait. Mais il a un gros contrat et il prend de la place, ce Deshaun Watson. Donc, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, à mon avis, Kenny Pickett qui se blesse, c'est une grosse tuile pour les Browns. Je pense vu ce qu'ils avaient imaginé, vu ce qu'ils montraient en début du camp d'entraînement, j'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient en faire leur QB titulaire de début de saison en tout cas. Je pense que c'est une grosse tuile. Je ne sais pas la durée de son indisponibilité exacte. On va voir comment ça se passe. Maintenant, je pense que par rapport à Shedeur Sanders,
en inverse, c'est beaucoup le mettre à l'abri que de le faire jouer dans l'équipe 2, on va dire, dans l'équipe réserve. Il faut pas oublier l'histoire qu'a ce bonhomme, l'histoire qu'a son papa, l'histoire qu'ils ont les deux ensemble. Et il était sous le feu des critiques, il était potentiellement pick numéro 1 à un moment donné, il est descendu au tour 6. Ça fait beaucoup. Il est encore sous le feu des projecteurs. Il va être scruté, disséqué, clairement. Il a des bons résultats. On va attendre de voir ce que ça va donner avec les matchs de pré-saison. Mais je pense que c'est clairement une mise à l'écart pour le protéger dans un premier temps. Après, tu l'as dit toi-même, Flav, il a de très bons résultats sur ce qu'il fait. Et pas avec les meilleurs receveurs, puisqu'il est avec l'équipe 2. Donc, moi, je pense qu'il aura sa chance à un moment donné. Je n'imagine pas qu'il l'ait pris juste pour faire le buzz post-draft et point. Donc, j'imagine qu'il va quand même servir, qu'il va avoir une place, qu'il va avoir son mot à dire. Maintenant, j'ai quand même l'impression que Joe Flacco arrive avec un vrai temps d'avance sur les deux autres, au moins pour débuter la saison et pour que les deux autres voient un peu comment ça se passe les matchs NFL. Dylan Gabriel, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y crois pas une seconde. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est mon ressenti. J'y crois pas une seconde. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que classique. Donc, avoir l'indisponibilité de Kenny Pickett et savoir si Joe Flacco va assurer l'intérim jusqu'à ce qu'il revienne. Mais si Shedeur Sanders a une carte à jouer, c'est maintenant, pendant justement que Kenny Pickett est blessé. J'ai juste une petite précision, une petite correction apportée à ce que tu as dit. Tu as dit que Shedeur Sanders avait été sélectionné au 6e tour. Ouais, c'est 5e. Au 5e. Mais peu importe. Enfin, peu importe. Non, ça change tout. Ou pas. Mais bon, c'est 5e, ouais. C'est 5e tour. Je dis 6e, c'est 5e. Écoute, par rapport à tous les experts qui nous l'assuraient au premier tour, premier choix, etc., c'est pas bien grave. Voilà. Oui, non, ça changera pas la face du monde de toute façon. Juste pour savoir, le contrat au 5e tour, c'est garanti combien de temps ? Alors, normalement, il y a. Je me rappelle pas du détail du contrat de Shedeur Sanders, mais au 5e tour, t'es pas censé avoir des garanties. Hein. Okay. Parce que les contrats pleinement garantis, avant, c'était réservé aux gens de premier tour. Cette année, ça a descendu. Alors, juste à ma connaissance, Tyler Shaw chez les Saints a un contrat garanti. Donc ça a pris, je crois, jusqu'au choix 38 ou 39, mais au 5e tour, normalement, t'as pas des garanties sur des années. Après, je faudrait vérifier le contrat de Sanders, je l'ai pas sous les yeux. Je voulais rebondir aussi. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression de Jay, qu'il n'y a pas beaucoup de lutte justement pour le poste de quarterback titulaire cette année dans les camps d'entraînement. Il y a les Browns, il y a les Saints avec Rattler, Shaw, Jay Kenner, mais c'est à peu près tout. En fait, c'est assez maigre cette année, non, Yaya? C'est une impression, j'avais l'impression que dans les autres années, il y avait 3, 4, 5 équipes qui cherchaient leur quarterback titulaire. Là, quasiment sur 29, 30 équipes, on peut te donner le quarterback week one. T'en as oublié. Il y a les Colts également. Ouais, mais les Colts, c'est dû à une blessure. S'il n'y avait pas blessure, à mon avis, Anthony Richardson, il serait. Ah, moi, je pense que si. Je pense qu'ils sont tellement dans leur idée que. Je suis pas aussi sûr que toi. Alors après, pour revenir à ta question, il y a beaucoup de quarterbacks ces dernières années qui ont été pris en quantité des first rounders. Donc du coup, ils essaient de capitaliser là-dessus. Pour moi, c'est par rapport à ça. Et est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je me permettrai pas de juger. Moi, je reste persuadé que on met beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt des quarterbacks. On les lance au feu et du coup, on est sur des cycles qui se raccourcissent parce que si ça marche pas avec la pression, on les jette
Et j'ai l'impression que c'est plus des asperges, c'est des En Kleenex. parlant de first rounder, il y aurait pu avoir une lutte aussi entre Cam Ward et Will Levis si jamais on voyait que Cam Ward par exemple ne donnait pas satisfaction dans les matchs de pré-saison et tout. Avec la blessure de Will Levis jusqu'à la fin de la saison, de toute façon le problème est réglé, bien qu'il reste, on le rappelle, Tim Boyle dans l'effectif des Titans qui est toujours là, tel l'épouvantail bien évidemment, pour faire peur au quarterback titulaire en place. Mais surtout, c'est qu'il fait du vaudou. J'allais dire l'épouvantail, je dirais plus la poupée vaudou. Ouais. Il est capable de tout. Hein. Tim Boyle, il est capable. Il y a un monde dans lequel Tim Boyle va rentrer en jeu encore cette année pour les Titans. Hein. Et ce qui va bien évidemment mettre le feu à toute la section NFL. Hein. Au moment où Tim Boyle va montrer son beau maillot 12 au Nissan Stadium, ce sera un moment important de cette saison 2025. Oui, mon Vince, tu voulais dire? Non, mais bien sûr, si les Patriots n'ont pas encore retiré le numéro 12 de Brady, c'est parce qu'ils savent que Tim Boyle a une chance de jouer. Ils ne veulent pas lui envoyer lui enlever la possibilité de porter le 12. C'est tout. C'est juste pour ça. Alors, Seb me précise, et merci Seb, 4 ans et 4,6 millions pour Shedeur Sanders, c'est ça? Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas trouvé les garanties en revanche. Donc, vous voulez de l'info, The Playoff, à ce qu'il vous faut, bien évidemment. Alors, on passe à d'autres postes parce qu'il n'y a pas que les QB qui ont le droit de se battre. Il y a notamment une lutte chez les running backs, chez les Jaguars, chez les Cowboys. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Seb, sur on peut commencer par les Jaguars, par exemple. Tiens. On commence par les Jaguars. C'est très bien parce que bien sûr c'est l'équipe que j'avais sous les yeux. Les Jaguars, ils ont un dilemme. Alors un dilemme qui en est peut-être pas un sur le poste de running back. Un trilemme, disons. Pour le moment, un trilemme. Voilà, c'est très bien trouvé. Ils en ont 3. Travis Etienne, Tank Bigsby et le rookie Biashul Tuten. Travis Etienne, il a connu une terrible chute de productivité qui a vu ses portées et ses yards quasi divisés par 2 entre 2023 et 2024. 267 portées, 1088 yards en 2023, 150 portées, 558 yards en 2024. Et sa moyenne par portée, elle n'a fait que chuter lors de ses 3 années professionnelles, 5,1, puis 3,8 et 3,7 la saison dernière. Tank Bigsby, lui, il est un peu plus à son avantage parce que la saison dernière, derrière la même ligne offensive, il a couru 766 yards en 168 portées. Pardon. Donc le nombre de portées entre les deux était à peu près équivalent, mais pour 2 rendements tout à fait différents, 4,2 correct pour un running back. Biashul Tuten, c'est un peu l'énigme de ce comité. C'est un rookie pris au 4e tour de Virginia Tech. Il est explosif, il a le niveau athlétique d'un running back pro, mais il a toujours eu beaucoup de soucis avec les pertes de ballon et aussi il prend apparemment beaucoup de coups et on a peur que sa durabilité n'en soit affectée. Liam Cohen a l'air de se diriger vers un comité de running back. Est-ce que sur les 3, on va en voir un émerger? Probablement. Beaucoup d'experts se dirigent vers Travis Etienne parce que Liam Cohen pourrait se reposer sur lui parce qu'il a le plus d'expérience, mais on n'est pas à l'abri de se révéler et devenir peut-être le RB1 de ce comité. Après, si le head coach part sur une idée de comité de running back, il y a peu de chances qu'on se retrouve dans une situation de featured back, c'est-à-dire avec un running back qui bouffe quasiment toutes les portées, comme par exemple un Saquon Barkley à Philadelphie. A priori, on part pas sur cette idée-là à Jacksonville. Il va voir si cette idée de comité, avec ces 3 profils très différents, dont un qui semble en difficulté depuis la saison dernière, pourra tenir. Je salive d'avance à l'idée de faire parler Yaya sur les Jacksonville Jaguars parce que je sais que c'est une franchise qui lui tient particulièrement à cœur. Il adore Trevor Lawrence, il adore son copain Travis Etienne, bien évidemment. Donc je sais que ça va te faire plaisir. Parle-nous de tes Jaguars, vas-y. Bon, alors, on passe le bonjour à Joey Star, d'ailleurs, quand on parle de Jaguars.
Par rapport Cherchez à pas tout les ce qui a refs. été Alors, dit, cherchez je pas. suis Attends, assez d'accord. Cherchez pas les refs dans le podcast ce soir. Je sais pas ce qui arrive à Yaya. Des rêves de vieux. Je sais pas ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu. Mais alors, tout à l'heure, il nous parlait de la forêt de Sénart. Maintenant, il nous parle, enfin, bref, c'est n'importe quoi. Donc, ne faites pas attention. Joey Stark qui est surnommé Jaguar. Et oui, mais ça, monsieur, faut avoir un peu de faites culture. comme nous. On est rodés avec Seb, avec Vince. Laissez un petit blanc de 5 secondes, histoire, même si vous êtes devant votre poste de podcast, voilà, laissez-le réfléchir à ce qu'il est en train de dire. Vas-y, mon Yaya. Voilà. Non, alors, par rapport à tout ce qui a été dit, moi je pense que celui qui tient la corde, c'est Travis Etienne, pour une raison très simple, c'est que c'est le BFF de Trevor Lawrence, le franchise player, le franchise quarterback, la saison où ils ont à peu près performé, c'est la saison où justement il part avec une petite longueur d'avance. Bixby, lui, l'année dernière, il a un petit peu plus pris de l'épaisseur. Effectivement, ça risque d'être un comité avec, en fonction de l'adversaire, un qui aura plus de portée que d'autres. Après, ça reste quand même une équipe dont on attend toujours qu'il fasse 2 saisons d'affilée performantes. Bon, est-ce que déjà l'année prochaine sera déjà le cas? Est-ce qu'il y a une vraie compétition ouverte? Je ne sais pas. Est-ce que le coaching staff sait ce qu'il veut faire? Je ne suis pas assez spécialiste des Jags pour le dire. Bon, après ça, et puis malgré tout, ils peuvent facilement terminer deuxième de cette division, vu nous en parlerons dans la preview de l'AFC Sud. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est la première qui sera faite la semaine prochaine. On commence par l'AFC Sud. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'on veut finir par l'AFC, on va finir par la NFC Est, pardon, bien évidemment la division du champion, et ce n'est pas les Giants de New York, il va sans dire. Et nous voulions commencer par la division, pardon, de l'équipe qui avait le first pick. Donc voilà pourquoi la FC Sud en premier, la NFC Est en dernier. Puis après, on a simplement fait Sud, Nord, Ouest, Est. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon Vince, sur les Jags ou pas? Juste que effectivement, Bisbee est un peu tanké. Bisbee est un peu tanké, voilà. Non, mais blague à part, j'aimerais bien voir un retour d'un jeu à 2 running backs. Moi, ça me ferait plaisir de voir ça un petit peu. Ils ont les capacités de le faire avec ce duo-là entre Bixby et Travis Etienne. Je pense que ça pourrait leur apporter quand même pas mal de choses parce que l'un et l'autre pourraient jouer en fullback, on va dire l'un pour l'autre. Alors, je dis pourrait, pas tout le match, mais de temps en temps, ça pourrait être jouable. Un plus que l'autre, je suis d'accord. Mais en fait, Bixby représente beaucoup trop en valeur marchande pour le mettre sur le banc et ne pas le faire jouer. Clairement. Il a que 22 ans, il est jeune, il représente beaucoup de choses. Même s'il n'est pas dans le futur de la franchise, ne pas le faire jouer de toute la saison, ça serait se mettre une épine dans le pied, clairement, parce qu'il a une valeur marchande de fou. Il est capable de faire des choses, on le sait. S'il arrive à tenir un peu plus son ballon, ça peut marcher. Et s'il a travaillé là-dessus cet été, que les Jags le montrent et qu'il s'en servent comme valeur marchande pour progresser. C'est la meilleure manière pour moi de faire, avec un Travis Etienne qu'il maintienne au poste de running back numéro 1. Et en plus de ça, on en a parlé, le futur avec Tuten, qui arrive juste après. Ouais, mais alors attends, moi il y a un truc là-dessus, des trades. Non, je parle pas pendant la saison, je parle pour l'année prochaine. Tu le fais jouer pour. Tu sais que cette saison, de toute façon, ça va. Ok, tu vas peut-être accrocher une place en playoff et encore, ça va être compliqué. La durée non, mais c'est pas ça, c'est que la durée de vie entre guillemets d'un running back est assez courte. Oui, mais tu sais très bien que un plaquage mal placé et il y a plus de running back. Et puis il y en a tellement de running back en NCAA que même si même un free agent peut faire la maille. Moi, je suis là-dessus, tu vois.
la valeur marchande, c'est pour ça qu'ils sont très peu payés. Là, maintenant, ça paye un petit peu parce qu'il y a l'exemple, c'est Saquon Barkley qui est arrivé aux Eagles et qui a fait passer un step, mais il y en a très très peu des cas comme ça. Tu vois, l'année dernière, il y a lui et Henry, mais sinon, il y en a très très peu. Ou alors c'est des très très grands, ou alors, malheureusement, les middle, il y en a un petit peu partout. Là où Bixby peut être intéressant aussi, c'est sur les special teams. Il est capable d'être bon retourneur de coups de pied, donc ça peut quand même le servir là-dessus. Et puis ça sert pour défoncer une défense d'avoir un tank. C'est toujours pratique, bien évidemment, d'avoir ça. Je note aussi, oui, alors en ELF, j'avais mis 1 heure avant de faire la première blague, là ça met 30 minutes. Je vois que ça descend de plus en plus. C'est assez inquiétant pour la suite. On va parler des note en plus que les deux équipes qui ont principalement dans leur camp d'entraînement un choix au poste de running back, ces deux équipes qui étaient 6e et 7e pire attaque de la course l'an dernier, donc les Cowboys et les Jaguars, et deux équipes qui probablement se dirigent vers des comités de coureurs l'an prochain. Je vois pas les Cowboys non plus tout faire milliard avec un de leurs coureurs, hein, très honnêtement. Donc à mon avis, ça va être à peu près la même solution pour les deux équipes. Oui. Après, c'est des équipes qui sont en quête de certitude quoi qu'il arrive. Hein, donc forcément, les équipes qui avaient les meilleurs jeux de course l'année dernière vont rester sur leur certitude, sur leurs acquis et vont essayer de faire perdurer ça. Mais tu regardes la pire équipe. Bon, après, le cas est un peu différent parce que la pire équipe de la ligue l'an dernier au jeu de course, c'était les Raiders de Las Vegas, d'assez loin. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est 74 yards par match en moyenne à la course. Mais bon, eux, ils sont allés chercher, ils ont dépensé leur choix de premier tour sur un running back. Donc, de toute façon, il n'y a pas de lutte. Ce sera Ashton Jeanty qui sera le running back titulaire. Ça, c'est absolument certain. Donc voilà, il y aura après, voilà, là, les autres équipes, on a l'impression que les Cowboys ou les Jags, c'est vraiment. Ouais, après les Cowboys, on peut parler des Cowboys un petit peu, effectivement, parce que ça reste quand même une franchise qui reste mine de rien The America Team, et c'est une franchise qui va chercher enfin une bonne saison, une bonne saison dans les playoffs, parce que l'objectif, il est là. On est dans une division qui va être... oui, ça va être difficile d'aller chercher les playoffs, mais non, clairement. On a vu passer les Commanders, oui, j'ai dit les Commanders, et les Eagles qui sont larges devant. Les Giants vont faire du faire-valoir, effectivement, toute la saison, mais sinon, voilà, je pense qu'il va falloir retrouver chez les Cowboys déjà l'amour de leur public qu'ils n'ont plus. Ils ont été énormément déçus. Ça a fait beaucoup de mal. Et retrouver un peu de stabilité en termes de franchise, hein, sur le terrain, de jeu, de savoir ce qu'on veut faire. Enfin voilà, le jeu des Cowboys l'année dernière, c'était vraiment pas terrible. On s'est vraiment pas régalé à les suivre. J'espère qu'on prendra plus de plaisir à les voir parce que je pense que la NFL a un intérêt à avoir des Cowboys au moins performants. Non, Yaya va pas réagir là-dessus. Je m'attendais à ce qu'il rebondisse. Alors, que la NFL ait intérêt à ce que les Cowboys, oui. Mais vraiment oui, mais il y a pas que cette franchise, il y a d'autres franchises. Il y a les Raiders également, il y a les Niners. Les Giants aussi ont besoin de performer. On va se calmer un peu là. On a connu une mauvaise saison là. Nous met pas dans le même sac que les Raiders. Ça va, on va se calmer là. Non, mais je parle. Et encore une mauvaise saison, tout est relatif. Hein. Il t'a mis dans le même sac que les Raiders, les Cowboys et les Giants. Hein, donc je sais pas comment tu le prends, mais. Mais non, mais ça fait mal. Hein. Mais dans les franchises historiques. T'as une baisse de régime, baisse de régime sur les 7 dernières années. Ça y est, t'es bon pas à foutre à la poubelle, quoi. T'as pas le droit à l'erreur. Hein, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est les franchises historiques qui tirent la NFL après, dans tous les cas vers le haut. Yaya, donc je pense qu'il essaye désespérément de se raccrocher en fait à l'espoir que les Giants et les Niners seraient proches dans un quelconque point statistique. Hein, ça peut être les numérotations de places de stade, n'importe quoi. Mais oui, non. Essaye, tu vois.
Mais oui, c'est vrai. Il y a une équipe qui a 2 Super Bowls au XXIe siècle et l'autre qui vit ancré dans son passé. Bon, je te l'accorde. Non, je laisse ces 5 secondes de réflexion, comme d'habitude. Qu'on réfléchisse à son Ce que je veux dire, c'est que on lui laisse le temps de regretter ce qu'il a dit. Peut-être que... Mais, excusez-moi, mais c'est un fait. Bon, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des franchises mythiques qui tirent la NFL, effectivement. Les Cowboys. Les Cowboys sont une franchise mythique. Ouais, c'est un fan des Giants qui vient de vous le dire, hein, les gars. Il faut l'enregistrer, celle-là. Ouais. Je limite, ça va nous faire le jingle pour l'an prochain. Je sais pas si Charles va reconduire ton contrat pour l'année prochaine. Ouais, une telle trahison, je suis pas certain. Mais enfin bon, comme visiblement on aura. Écoutez, alors. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas les Saints. Ah non, voilà. Pas les Saints. Voilà, non, donc on n'a jamais prétendu nous être dans les franchises mythiques, hein, jamais de la vie, hein, soit dit en passant. Donc voilà, c'est pas la peine de nous mettre dans une sauce qu'on n'a pas demandé, hein, bien évidemment. Voilà. Tu vois, moi je mets les Saints avec les Jaguars, avec les Panthers. On n'aura peut-être pas le temps de faire tous les postes parce qu'on avait prévu aussi parler des lignes offensives. Je sais pas si ça va peut-être être un peu juste pour rentrer dans le podcast, mais en tout cas, l'avantage des camps d'entraînement, s'il y a un avantage dans ces camps d'entraînement, c'est que tout peut basculer très vite. Alors malheureusement, ça bascule parfois du mauvais côté. On a déjà eu beaucoup de blessures dans ces débuts de camp d'entraînement. Encore le cornerback des Browns, Emerson, qui s'est rompu le tendon d'Achille ce mardi, fin de saison pour lui. Will Levis chez les Titans. Il y a eu Justin Fields qui s'est fait peur. Bon, finalement, c'est plus de peur que de mal, mais Justin Fields s'est fait peur aussi du côté des Jets. On a Isaiah Likely qui sera absent pour au moins 5 semaines chez les Ravens, le tight end. Bref, ça tombe un peu tous les jours. T'en as au moins un qui se retrouve blessé. Malheureusement, c'est le lot des camps d'entraînement. Il y a des blessures tous les ans. Bon, bah voilà, ça permet pour certains de gagner leur place, pour d'autres, malheureusement, c'est déjà la fin de la saison avant même qu'elle n'ait commencé. En tout cas, c'est toujours passionnant à suivre, les infos de camp d'entraînement, et on essaye sur The Playoff, à l'écrit comme en podcast, de vous tenir le plus possible informé de tout ce qui se passe. Alors, il y a des choses qui se passent dans les camps d'entraînement aussi parfois, c'est les grèves des joueurs qui se mettent en grève, qui disent non, nous ne viendrons pas au camp d'entraînement. On rappelle qu'à partir du moment où le camp d'entraînement démarre, les joueurs sont amendés, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent chaque jour où ils ne vont pas au camp d'entraînement. Le cas qui est le plus dans l'actualité, c'est celui de Trey Hendrickson des Bengals, qui perdait $50,000 par jour d'absence au camp d'entraînement. Il a décidé de mettre fin à sa grève ce mercredi. Hein, il est retourné au camp d'entraînement des Bengals. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi toute l'affaire, mais le premier jour du camp d'entraînement, il avait posté une story Instagram où il était sur une route en Floride. À l'heure de l'ouverture du camp d'entraînement des Bengals, il a posté une story Instagram en disant tout va bien en Floride, et où il était sur la route tout seul. Donc voilà, comme ça, une manière gentille de signifier qu'il ne se rendra pas tout de suite au camp. En tout cas, il a décidé de revenir. Pourquoi ? La question est celle-là. Pourquoi, mon cher Yaya ? Est-ce que c'est juste parce qu'il en a marre de perdre de l'argent ? Est-ce que c'est pour montrer un peu de bonne foi à la franchise des Bengals en se disant, bah voyez, je reviens quand même au camp d'entraînement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a dit qu'il ne jouerait pas la saison sans le nouveau contrat. Je pense qu'effectivement, c'est son agent qui lui a dit, tu y vas, tu te montres, tu t'entraînes pas, et pour montrer ta bonne foi et essayer de pousser aux négociations. On sait très bien qu'ils n'ont pas de cap. On sait très bien que le trade est inévitable et il faut qu'ils se montrent. Ils ont dû négocier en disant tu viens et on essaie de trouver une porte de sortie. Bah, je vois pas d'autre choix. Moi j'en vois un autre, en fait. Moi j'en vois un autre. Moi j'en vois un autre. Bah, je vois gros comme une maison un cas à la Chris Jones, moi. 2 défaites à 40 pions. Ouais, 2 défaites où tu prends 45 pions, ils vont sortir le carnet de chacun, moi je te le dis.
C'est joué d'avance. Ouais, je te crois qu'ils ont trouvé de l'argent. Mais Chris Jones, On retient de l'argent. Chris Jones, c'était l'an dernier ou c'était il y a 2 ans déjà? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était. Je suis dans les tribunes. Je prends 30 pions au premier match. Hop, le lendemain, il était re-signé. Non, c'était 20. Il y a eu Oui, 20 n'empêche avec un gros trou à son poste. La défaite a suffi. Oui, bien sûr. Mais les Bengals, ils n'en prendront pas 20. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils en prennent 20 avec un sur le terrain. Sinon, ils en prennent 40. Donc, voilà, donc bon. Oui. Non, moi, s'il revient, c'est que va y avoir. C'est qu'il y a eu. Parce que là, de ce qui se dit, c'est qu'ils sont pas très loin d'un nouvel accord. Le seul problème, c'est l'argent garanti au contrat. C'est-à-dire que c'est le montant garanti qui pose problème, visiblement. Trent Hendrickson demanderait plus d'argent que ce que les Bengals veulent bien offrir. On rappelle que les 2 premiers matchs de Cincinnati, histoire de poser un contexte complet, c'est à Cleveland et contre Jacksonville. Autant dire que si tu tournes à 0-2 ici, c'est une catastrophe pour Cincinnati. On va pas se mentir. Là, si tu es à 0-2 après avoir perdu contre Cleveland et contre Jacksonville, va falloir se poser des questions parce que derrière tu prends Minnesota, Denver, Lions et Packers sur les 4 semaines qui suivent. Et on sait qu'en plus ils ont l'habitude de commencer très mal leur saison. C'est 3-4 années. Et Minnesota, faudra voir ce que ça va chaque donner. saison depuis un certain nombre d'années, mais c'est le problème, c'est devenu une habitude. Et la saison dernière, ça a été leur baiser de la mort de mal commencer leur saison parce que ils terminent pas si loin que ça des playoffs, mais il n'y aurait pas à la porte des playoffs. Il termine à la porte des playoffs et il n'y aurait pas ce début de saison qui est très 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 mauvais. C'est une autre histoire que tu écris. Alors qu'aurait sans doute été pas facile parce que tu as cette attaque qui était flamboyante et cette défense qui était moins flamboyante, pour parler par euphémisme. Ils n'auraient pas eu la partie facile, mais t'écris une toute autre histoire. Ah oui. Là, si tu commences par un 0-2, tu commences par un 0-2, derrière, tu te prends quasiment t'as que des prétendants au play-off dans tes matchs suivants, tu te prives de ton meilleur défenseur, et en alors plus, que ta défense se fait marcher dessus. Je l'avais pas dit, mais il y en a 3 qui sont à l'extérieur, entre Vikings, Broncos et Lions, machin. Il y en a 3 à l'extérieur. Parfait. Donc voilà. Mais je vais te dire, on ira peut-être même pas jusqu'au 0-2 parce qu'à 0-1 après une défaite contre Cleveland en ouverture, défaite de division, c'est à Cleveland. Si t'es à 0-1 avec une défaite à Cleveland contre un adversaire de div, ce qui leur a coûté cher aussi l'an dernier, le bilan de la division, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus loin pour que Trent Hendrickson y soit signé. Je vous le dis tout de suite. C'est quasi joué d'avance. Maintenant, est-ce que les Bengals vont, avant le début de la saison, trouver un terrain d'entente ? À vous la parole, messieurs. Mais j'en suis pas convaincu. Mais en fait, vu les rapports des joueurs... On peut se poser la question de pourquoi ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente jusqu'à maintenant. Effectivement, alors on connaît la problématique du cap space des Bengals, on la voit. Maintenant, on sait tous, je pense, et on n'est pas plus avant que les autres, on sait tous l'impact qu'a Trey Hendrickson sur la défense des Bengals et sur cette équipe. C'est lui qui porte cette défense, on le sait. Cette défense a besoin de lui, clairement. Donc, j'ai du mal à imaginer un accord comme ça au dernier moment, ou alors il faut qu'il y ait une des 2 parties qui flanche vraiment sur ce qu'il veut ou ce qu'il entend. J'ai du mal à imaginer ça. J'imagine plus un accord, effectivement, au bout de 1 à 2 matchs. Et si jamais vraiment ça prend pas, ça prendra pas. Maintenant, moi, je me mets aussi dans la situation. Attention, il faut savoir raison garder. Il y a un contrat. Il décide de ne pas l'honorer. C'est un choix, mais il est quand même tenu par un contrat. Faut pas l'oublier. Ce contrat, il l'a. Nous, quand on est salarié dans nos boîtes respectives, si on ne va pas au travail, on peut être amené effectivement à... Parle pour toi, t'es un pauvre, excuse-nous, mais nous on a tous nos boîtes à nous et on fait pousser les autres. Avoir des restrictions de salaire sur des prélèvements de salaire par rapport au fait qu'on n'est pas venu, mais on peut aussi mettre mis de côté aussi vis-à-vis de nos intérêts. Alors, je sais très bien, il ne faut pas comparer, c'est pas vraiment comparable, mais attention.
Là, mon yaya, c'est toi qui souffles dans ton micro, hein, je veux pas dire, mais... Oui, voilà. Oui, merci. Excusez-le. Faut lui rappeler, des fois, c'est comme papy qui mange sa soupe, qui fait beaucoup de bruit. Faut lui dire de temps en temps. Sinon, il le sait pas. Alors, depuis tout à l'heure, vous me parlez du cap space des Bengals, mais enfin, cette année, le cap space, c'est pas un problème pour Cincinnati. Pour cette année, je parle. Là, j'ai le chiffre sous les yeux. Il leur reste 28 605 899 $. Ils vont pas le signer que pour cette année. Non, mais on est bien d'accord. Mais le cap space, non mais on est bien d'accord. Mais le cap space projeté pour l'an prochain des Bengals, il est à, attends que je dise pas de bêtises, 51 469 000. Ils ont pas de problème. Hein. Ils peuvent lui donner de l'argent. Hein. Il y a pas de problème, il y en a de l'argent. Le problème, c'est qu'ils veulent pas le donner. Et bien sûr. Mais 26 millions sur une année, voilà, ils ont encore de la marge. À l'heure actuelle, c'est le 13e meilleur cap space de la ligue. On parle pas des Bills qui sont à la limite ou des choses comme ça. Et j'ai pas dit les Saints parce que pour une fois, on a 20 millions encore dans le cap space. Donc, je tiens à le préciser. Mais voilà, c'est clairement, il y a possibilité, je pense, de le payer. Après, le gros souci, c'est que le Trey Hendrickson de début août ou de fin juillet, on va dire fin juillet parce que on est encore fin juillet, il va coûter plus cher que le Trey Hendrickson du mois de février, qu'ils auraient pu signer au mois de février ou au mois de mars, parce que depuis il y a eu Max Crosby qui est à 35 millions annuels, depuis il y a Myles Garrett, depuis et que tout ça, et ben forcément Trey Hendrickson il va se dire ouais, pourquoi moi j'aurais moins que Myles Garrett ou moins que Max Crosby, soyons honnêtes. Donc les 30 millions annuels il va vouloir aller les chercher aussi, tu vois, 30 ou plus même. Donc forcément si 40. Tu dois aller chercher 40 minutes, si tu dois aller chercher 40 millions, ah bah là, forcément, dans le cap space, il va falloir restructurer, ça c'est sûr. Oui, mon gars. Et puis, alors, c'est le cap space. Non, là, c'est cette année que je te donne à 26 millions. Qui arrive. D'accord. Et le cap space projeté sur l'année qui suit. Millions. Parce que il y a bien notamment les Ja'Marr Chase et tout. Oui. Ils ont 51 millions pour l'instant de cap space sur une base de salary cap de 295 millions. Après, on ne connaît pas encore le salary cap de l'an prochain, mais la base est de 295 millions et ils auraient 51 millions de RAB pour l'an prochain. Donc, encore une fois, tu lui payes 20 millions là, 40 millions l'an prochain. C'est une question de on veut pas. Tu restructures quelques contrats, tu lui verses un gros bonus à la signature. Bien sûr. Ça rentre comme ça, je crois que ça rentre pas dans le cap. Voilà, ils peuvent, hein. Ils peuvent. Là, c'est vraiment. C'est vraiment, on veut pas. Et peut-être qu'une fois on sait que le joueur et le club ont pas communiqué au mois de mars. Et peut-être une fois qu'ils verront la défense sans Trey Hendrickson sur un ou deux matchs de saison régulière, peut-être qu'ils reverront leur copie. Enfin, j'espère pour les Bengals, parce que s'ils la revoient pas, la défense va être... Parce qu'on rappelle que celui qui est censé aussi stabiliser le pass rush, c'est Shemar Stewart, qui a eu aussi quelques problèmes contractuels pendant un bon moment cette intersaison. Le rookie, et qui est rookie, donc on ne sait jamais comment ça va se passer au niveau de l'intégration. Voilà. On a d'autres joueurs qui sont en dispute entre guillemets contractuelle. Il y a Terry McLaurin chez les Commanders qui lui est revenu. Donc il a toujours pas de nouveau contrat, mais il est revenu. On a aussi James Cook, je crois, chez les Bills, qui est aussi en attente d'un nouveau contrat. Bref, il y en a quelques-uns comme ça. Mais on n'a pas cette année de très grosses grèves depuis que Trey Hendrickson a décidé de finir. Est-ce que pour vous, c'est un moyen efficace, la grève pendant les camps d'entraînement ? Moi, il y a un joueur qui avait carrément arrêté toute une saison. C'était Livon Bell. Et regarde, il n'est jamais revenu. Ça dépend des postes. Ah bah là, si Trey Hendrickson ne joue pas de la saison, on soit d'accord, ça va être compliqué. Hein. C'est pas de carrière. Il faut du rythme. Et même là, tu vois, manquer une semaine de training camp, en termes de rythme, est-ce qu'il sera prêt ? Alors après, il reste un mois, hein, mais est-ce que le début, je suis pas sûr, après, je reviens à ma question sur la grève parce que je sais que Seb il aime parler des grèves.
C'est un briseur de grève. On le sait. Est-ce que aussi, et la réponse va être dans ma question, mais est-ce que les mauvais débuts de saison des Bengals ne sont pas dus aussi au fait qu'ils gèrent leur intersaison comme des pieds? Et c'est ça le truc aussi. Non, mais alors, honnête. Attends, déjà, je me souviens que les 2 dernières saisons, voire les 3 dernières saisons, il y avait eu des blessures de Joe Burrow. Mais on est d'accord. Il y avait eu des mais il y a eu des blessures, ils ont essayé de le refaire jouer au début de la nouvelle saison sans l'avoir testé sur un seul snap en pré-saison. Bah oui, forcément, ça marche pas bien, hein, c'est sûr. Bah oui. Et voilà. Forcément, ça a tout bien marché. Ah oui, mais alors voilà. Alors quand c'est moi qui fais des rêves, c'est pas bien. Oui, parce que moi je suis le chef. C'est des trucs. Enfin, je suis désolé, l'intersaison des Bengals, ça pose quand même question, hein, les gestions, hein, parfois. Hein. C'est quand même particulier. Ja'Marr Chase l'an dernier avait dit, on discute du contrat, mais une fois que la saison arrive, tant pis, on n'en parle plus. Trent Hendrickson, cette année, c'est même une fois que la saison aura commencé, on continue à en parler, quoi. Mon Seb, tu voulais parler des grèves? Non. Voilà, parce qu'on parle de grève, ça peut être un petit peu surprenant parce que l'esprit en particulier en France, une grève, c'est plutôt dans un joueur atteint et pour défendre son contrat qui littéralement se met en grève. Je veux dire, un joueur qui décide de pas jouer et de pas se rendre au travail, c'est qu'il se met en grève. C'est pour ça que, quand on utilise ce terme, et je comprends qu'il puisse un petit peu choquer dans le contexte. Après, est-ce que ça fonctionne? La preuve, en général, oui. Mais tu rappelais, Yaya, à très juste titre, l'exemple de Le'Veon Bell. D'ailleurs, Le'Veon Bell le regrette aujourd'hui. Lui, ça a complètement ça a quasiment mis fin à sa carrière. Il n'a plus jamais été le running back qu'il était. Et comme tu le disais, dans le cas de Trent Hendrickson, mais dans le cas de n'importe quel joueur, tu as beau mettre les moyens, parce qu'ils le font tous, mettre les moyens dans leur préparation physique personnelle et s'offrir les meilleures installations et les meilleurs entraîneurs à titre privé, ça ne remplace pas la pratique du jeu elle-même, ça ne remplace pas le fait de se retrouver avec ses coéquipiers sur le terrain, et puis bien sûr ça ne remplace pas l'entraînement tactique qu'exige le poste. Donc arme efficace, mais qui peut être à double tranchant, parce que si les dirigeants du club, en l'occurrence les Bengals, décident d'être aussi obtus que le joueur, sur le long moyen terme, ça ne jouera pas en sa faveur, mais sur le court terme, ça peut jouer en la faveur du joueur. Dans les circonstances que l'on a rappelées, l'exemple de Chris Jones, il y a 2 saisons, il est très parlant en cela. Après, il y a aussi une gestion sur le pléthore de personnes sur le poste. Là, Trent Hendrickson, il sait très bien qu'il est titulaire et que, quoi qu'il arrive, ça sera le meilleur de son équipe. Un quarterback ou un running back qui se met en grève alors qu'il est en concurrence avec d'autres peut perdre sa place, surtout sur une attaque d'ailleurs. Sur une attaque. Parce que la relation que peut avoir un quarterback avec un receveur, avec un running back, avec un tight end, c'est hyper important. Donc si pendant le camp d'entraînement, le joueur se met en grève et perd sa place au profit de quelqu'un et qui trouve une affinité très particulière avec le quarterback titulaire, ça peut générer énormément de pertes pour le joueur qui est en grève. C'est à prendre en compte aussi. En défense, c'est un petit peu plus facile de le faire parce que la défense est certes un jeu collectif, mais il y a beaucoup plus d'éclats individuels et on va dire qu'on est beaucoup plus... les stats déjà sont beaucoup plus individuelles, clairement. Donc ça y joue aussi beaucoup. Dans le cas vraiment Trent Hendrickson, je pense que oui, cette grève, on peut le comprendre. Maintenant, voilà, il faut savoir raison garder. Il a des objectifs personnels et des objectifs de carrière, et je pense pas que, en fait, ça va se décanter au fil de la saison, mais j'imagine pas qu'il se retrouve sans nouveau contrat, ou d'ici 4 matchs, ou alors il n'aura vraiment pas de contrat et il sait qu'il leur mettra une croix sur les Bengals pour la saison d'après. Juste avant de refermer ce podcast, vous avez vu la bonne nouvelle? Attention, bonne nouvelle. Est-ce que vous avez tous la bonne nouvelle? Que se passe-t-il vendredi matin? On a un match de NFL. Eh oui, les amis, on a un match de NFL. Les Chargers de Los Angeles avec Trey Lance. Le mec, on savait même plus qu'il était en NFL, mais il est toujours là.
Et oui, Trey Lance, les gars. Et oui, Ah, Trey oui. Lance va battre, je sais pas, va jouer contre les Lions de Détroit dans le fameux Hall of Fame game. Alors, attendez pas à voir votre équipe jouer en pré-saison cette semaine parce que c'est le seul match voilà, c'est un match à part. Hein. C'est le match qu'on dit du Hall of Fame. C'est Ouais, donc d'ailleurs, Eli Manning n'a jamais joué un match du Hall of Fame, hein, forcément. Voilà. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai envoyée. Le Hall of Fame Game, donc, c'est vendredi à 2h du matin entre les Chargers et les Lions. Et ensuite, la première semaine de pré-saison, ce sera le week-end prochain. Est-ce que vous, la pré-saison, ça vous hype ou alors pas du tout, les gars? Est-ce que vous vous dites... rien à battre, c'est des remplaçants qui jouent pour savoir qui sera dans les 53, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites c'est toujours sympa de jeter un petit coup d'œil, ça peut être marrant. Bon Yaya, tu vas te lever à 2h du matin pour voir Trey Lance? Absolument pas. Non, absolument ça te pas. hype pas du tout? Tu regarderas même pas les Giants en pré-saison? Non, on a déjà assez avec la saison régulière. C'est déjà assez long. Non, mais les gars, Pas besoin de s'en prendre 3 de plus. c'est toujours bien de se moquer des autres quand. C'est bon, désolé. Quand je regarde les autres, je me désole, c'est ça. Enfin bon. Alors, je salue Mathieu qui était avec nous dans le podcast, qui m'a envoyé un message il y a 2-3 jours en m'envoyant le calendrier des Giants, en me disant quand même Yaya, le pauvre, il va pas beaucoup rigoler cette saison. Je lui ai répondu, je vais pas me moquer parce que chez les Saints, ça va pas être beaucoup mieux. Donc voilà, et il m'a dit oui, mais vous au moins l'objectif c'est vraiment le first pick, alors que bon, eux on sait pas trop quel est l'objectif. Finir devant les Jets. Donc voilà, vas-y, Yaya. On verra. C'est peut-être l'occasion pour les Giants de gagner un match. Oui. De toute façon, on jouera les Jets au 3e match, comme d'habitude, au 3e ou 4e match. Parce que cette année, il y en a que 3 cette année. Je sais pas. Il était question qu'ils passent à 4 matchs de pré-saison. Enfin, il y en a 3 parce qu'en commençant le 8 août, si t'en as 4, il y en a qui vont jouer pendant la week 1, hein, sinon. Ouais. Ok. Donc voilà, non, ça m'intéresse pas du tout. Voir des joueurs random qui feront même pas partie des squads. Voilà. Mon Seb. Alors, ça t'intéresse ou pas? Alors, c'est le 2e match contre les Jets au passage. Je vais révéler un petit peu, une fois n'est pas coutume, les coulisses de et par les matchs. La première chose que j'ai écrit sur c'est t'es sérieux, Flav? Point d'interrogation. Les gars, vous avez vraiment envie de voir les remplaçants des Browns contre l'équipe C des Panthers le 9 août? Vous voulez vraiment voir les futurs licenciés de Dallas contre les futurs chômeurs d'Atlanta le 23? Vous voulez vraiment voir Pittsburgh qui va pas faire jouer Aaron Rodgers pendant la pré-saison? Non. Non, on n'a pas envie de voir ça. La pré-saison, c'est du flan. Les titulaires vont jouer maximum une série. C'est pas intéressant à regarder. Et malgré ça, parce que je me connais, je le sais, mais quand je vais avoir du temps, tu vas regarder je vais me mettre sur le NFL Network et je vais regarder des résumés de matchs. Tu vois, c'est ça le pire. Et je vais regarder ça en sachant que c'est pas bon, en sachant que c'est pas bien, en sachant que c'est pas intéressant et que je vais rien apprendre, mais je vais regarder quand même. Ils sont forts, les marketeurs de la NFL, hein, quand même. Ah là là, ils sont forts. Ouais. Toi, mon Vince, je sais que tu as envie. Tu me l'as dit d'ailleurs, hein, tu as hésité à aller prendre des billets pour aller voir le match entre les Chargers et les Lions, hein, parce que ça te passionne de voir Trey Lance sur un terrain. Ah oui, non mais moi, vous le savez, moi je vis pour ça. Alors attends, juste, je coupe la parole, Vince. Il faut savoir, blague mise à part, que l'article sur Trey Lance qu'on a fait ce matin en annonçant qu'il serait le quarterback titulaire du Hall of Fame Game, c'est l'article qui a fait le plus de vues aujourd'hui de tout The Playoff quand même, et c'est le cas également chez nos confrères brésiliens de The Playoff. C'est cet article-là qui a le mieux marché de toute la journée, comme quoi Trey Lance lève les foules. Je suis désolé. Et des tours de draft.
Quelque chose me dit qu'on n'aura pas 150 occasions de faire un article sur Trellens dans la saison qui vient. Je sais pas pourquoi. Donc, on va profiter de l'effet Trellens maintenant, quoi. Vas-y, mon Vince, je t'écoute. Non, mais je rejoins complètement Yaya et Seb. Alors, je m'éloigne par contre des résumés que va mater Seb. Je ne le ferai pas. Sachez-le, je ne m'infligerai pas ça. Je suis pas prêt. Effectivement, 8 mois sans football américain, ça fait beaucoup. Mais non, je suis pas prêt. Là, non, il y a pas moyen. Tout ça parce que tu as été voir les Paris Musketeers. Eh oui, non, alors, très franchement, on peut digresser aussi un petit peu, mais le match qu'on est allé voir à Paris était de très bonne facture et je trouve que la facture, elle était bonne aussi. Oui. La facture était bonne aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à envier à un match de pré-saison NFL. Attention, hein, franchement. Franchement. Donc, si vous voulez voir du football américain, allez au stade Robert Bobin de Bondoufle, et non pas au stade Robert Bondoufle, comme ça a été inscrit dans un poste des Mousquetaires. Allez au stade Robert Bobin le 9 août pour voir les Mousquetaires contre les Mercenaries, puisque ce sera le dernier match à Paris de la saison. Il n'y en aura pas d'autres, ça c'est maintenant une certitude. Les amis, Seb, Yaya, Vince, merci beaucoup pour ce podcast. Le dernier de l'intersaison. On se retrouve donc, je le rappelle, 2 fois par semaine à compter de la semaine prochaine pour faire toutes les previews des divisions et nous emmener jusqu'à un magnifique live du mercredi 3 septembre où nous ferons nos prédictions globales de la saison et où on va inviter notre ami Mathieu qui n'est pas encore au courant, mais s'il écoute le podcast, c'est l'occasion de lui dire tu es invité mon Mathieu pour... c'est la tradition. C'est la tradition. Forcément. Et j'avais 203. Mais forcément, il est obligé. Les il y a la dinde de Thanksgiving. Il y a la dinde de Thanksgiving et Mathieu et ses prédictions. Voilà. On va peut-être inviter Wake niveau prédiction. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais non. C'est ce que j'allais dire. Si on peut éviter ça, ce serait. Ah, mais qu'est-ce que on fait le grand chelem, super. Et alors, attends, moi j'ai mon Wake est invité aussi. C'était là. Oui, mais alors, attends, il y a un problème, c'est que il risque de faire encore chaud au mois de septembre. Et est-ce que ça aura un impact sur les ballons? Moi, c'est possible. C'est ça la vraie question. C'est possible. En tout cas, on se retrouve 2 fois par semaine à compter de la semaine prochaine pour donc faire les previews et normalement un live exceptionnel mardi soir, un live ELF avec des membres des Paris Musketeers. Ce sera donc mardi 21h30 sur Twitch et sur YouTube. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de Trellens et à très vite sur The Playoffs. Salut tout le monde. Salut, ciao. Ciao, bye.